poursuivons donc ce matin nos auditions. Vous savez que nous entendons ce matin les représentants des associations familiales. Alors nous nous sommes mis d'accord avec Monsieur le Président Fondard. Nous entendons d'abord l'UNAF, que tout le monde connaît, avec son président, que je remercie d'être venu, Madame Leneveu, sa directrice générale, et Madame Claude Ménard, qui est chargée des relations parlementaires. Donc l'UNAF, vous le savez, regroupe, fédère, peut-être qu'on nous le dira, une multitude d'associations familiales au plan national. C'est l'interlocuteur des pouvoirs publics qui présente toutes les associations. Donc, au moment du pacte, c'était déjà pareil. L'UNAF a été divisée sur ces questions-là. Et donc, M. Fondard nous exprimera la position majoritaire de l'UNAF. Voilà. Et ensuite, d'accord avec lui, on a été entretenu, on entendra dans une deuxième et troisième partie, disons des associations minoritaires, on peut dire, les unes laïques, les autres catholiques. Voilà, pour dire les choses simplement. Donc on voit bien que ça fait deux oppositions. Voilà. Et le président Fondard, à qui je vais donner la parole immédiatement. Ensuite, alors, on a dit un quart d'heure, 20 minutes, comme vous voulez, plus, moins, peu importe. On a en tout 1 heure. Et puis là, on n'est pas très nombreux, peut-être qu'il va en venir. Et puis nos collègues, alors Madame Meunier, qui est, que vous connaissez d'ailleurs, je pense, qu'elle est nantaise, que vous êtes nantais, certains là, je ne sais plus. C'était mon prédécesseur, Hubert Brun, qui était nantais. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Oui. On s'est croisés longuement à la d'accord. CNAF pendant quelques années. Donc, Madame Meunier est rapporteure pour avis pour la Commission des Affaires sociales. Et Madame Bonnefoy, Monsieur Yest, Monsieur Jutour, il y en aura peut-être d'autres. Donc je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Vous remercie encore d'avoir bien voulu venir ce matin au Sénat. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame... Sinon, et je dois excuser le Président Jean-Pierre Sueur, qui ne peut pas être là ce matin, qui normalement préside ces auditions, puisque ce sont des auditions de la Commission des lois. Ce sont des réunions de la Commission des lois ouvertes à tous les sénateurs et à la presse. Et donc, normalement, il devrait les présider, mais voilà, il était absent hier, ce matin, donc c'est le rapporteur qui les préside et qui en plus est vice-président de la Commission. Donc voilà. Merci. Je vous en prie. Bien, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir invité l'UNAF à s'exprimer dans le cadre des auditions menées par le Sénat sur le projet de loi ouvrant le mariage et la filiation aux couples de personnes de même sexe. Nous souhaitons que la navette parlementaire permette au Sénat de jouer pleinement son rôle. En effet, la présentation précipitée du projet de loi n'a pas permis de prendre suffisamment en compte les consultations pourtant nécessaires. Je pense par exemple au Conseil supérieur de l'adoption, qui n'a pas eu le temps de rendre un avis sur le fond. Nous souhaitons que tous les points de vue des experts, des associations, des institutions soient rendus publics. Ainsi, l'audition du défenseur des droits n'a fait l'objet d'aucune retransmission à l'Assemblée nationale, alors qu'il pointait des manques sur le droit des enfants. Avant d'entrer dans le détail du projet de loi tel qu'il ressort des travaux de l'Assemblée nationale ou pour le moins en l'état des débats, je vous précise ce qui a conduit à la position de l'UNAF sur cette réforme. L'UNAF, comme vous le disiez, regroupe une multitude d'associations familiales au nombre de 7000 et 7000 associations familiales adhérentes de sensibilités très diverses et représentant plus de 700 000 familles adhérentes. Elle comprend 22 unions régionales et 99 unions départementales d'associations familiales. L'UNAF est également une institution chargée par la loi de représenter les 17 millions de familles vivant sur le territoire français et de donner officiellement avis au pouvoir public sur les questions d'ordre familial. C'est en raison de ces missions confiées par le législateur que l'UNAF a pris position sur la question du mariage et de la filiation pour les couples de personnes de même sexe. Elle l'a fait après avoir pris le temps de la réflexion et des débats au sein de son conseil d'administration. Prendre position sur ces questions est difficile car elle ne se résume pas à permettre l'accès à la cérémonie publique du mariage et aux droits sociaux accordés aux couples mariés. D'emblée, nous avons pressenti que le débat ne saurait se résumer à être pour ou contre le mariage, même si la réforme continue à être présentée sous l'intitulé de l'ouverture du mariage, elle induit bien d'autres conséquences liées à l'accès
à la filiation. Ciblé sur la question du couple, ce projet de loi a été rédigé en sous-évaluant les conséquences sur la parenté et la filiation. Le défenseur des droits l'a d'ailleurs très justement pointé, je le cite, « Contrairement à la question de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, qui relève de la seule responsabilité du gouvernement et du Parlement, la question des enfants, de l'adoption et de la filiation doit s'inscrire dans le cadre des obligations internationales souscrites par la France. La procédure suivie pour l'élaboration du projet de loi qui vous est soumis présente à cet égard une évidente lacune. En effet, l'étude d'impact qui accompagne le projet ignore totalement la Convention internationale des droits de l'enfant. Pas une page, pas une ligne ne lui est consacrée. » Fin de citation. À l'issue d'une analyse approfondie, nous avons vu combien le mariage et la filiation étaient étroitement liés et combien il était impossible de dissocier le mariage de la filiation. Nous avons observé que cette réforme pouvait avoir des conséquences pour l'ensemble des familles. Nous avons mesuré combien elle était à la croisée de différents droits, droits des enfants, droits des adultes, droits des femmes, droits des mères, droits des pères. Tous ces droits pris isolément ont leur légitimité, mais lorsqu'ils viennent en concurrence, alors il appartient de faire des choix. L'UNAF a choisi d'étudier l'ensemble des évolutions possibles, de l'évolution du mode d'union jusqu'à l'extension de l'AMP et la législation de la gestation pour autrui. Nous avons estimé que toutes ces évolutions étaient étroitement liées dès lors que la réforme était conduite selon le principe d'égalité pour des situations pourtant objectivement distinctes. L'UNAF est favorable à l'ouverture de nouveaux droits aux couples de personnes de même sexe, mais la majorité de son conseil d'administration considère qu'elle doit prendre une autre forme que le mariage. À une très forte majorité, elle est opposée au recours à l'AMP pour les couples de personnes de même sexe et a fortiori à la légalisation de la GPA. Concernant le mariage, celui-ci accorde des droits de filiation spécifiques au travers de l'adoption conjointe et du bénéfice de la présomption de paternité. Choisir la voie du mariage, c'est donc de manière automatique faire le choix de la filiation. Le mariage est un tout, il constitue un statut unique qui supporte difficilement de distinguer d'un côté des pères et des mères pour les couples de personnes de sexe différents, et de l'autre côté des parents pour les couples de personnes de même sexe. Si l'adoption de l'amendement dit Balai à l'Assemblée nationale limite les suppressions des termes père et mère, qui étaient au nombre total de 156, je tiens à le rappeler, elle est loin de résoudre toutes les difficultés soulevées par la réforme, j'y reviendrai plus tard. L'UNAF a donc réfléchi à l'alternative suivante. Comment ouvrir de nouveaux droits à certains couples sans créer de différences au sein d'un même statut et sans modifier les droits de tous. Il nous est apparu que le meilleur moyen pour atteindre ces deux objectifs n'était ni dans le mariage, ni dans le PACS. Le conseil d'administration de l'UNAF s'est majoritairement prononcé en faveur d'une union civile ouverte aux couples de personnes de même sexe avec des droits supplémentaires à ceux du PACS. Elle permettrait l'ouverture de droits sociaux et patrimoniaux, ainsi que l'officialisation et la publicité de l'union civile en mairie. Nous avons avancé cette proposition dès les premières consultations auprès des ministres. Nous regrettons vivement que l'étude d'impact ait évacué cette option en quelques lignes, en indiquant même que les associations familiales se seraient montrées résolument opposées à ce dispositif. C'est exactement le contraire que nous avions dit. Un pays comme l'Allemagne a recours à cette formule. Ceci démontre la crédibilité de cette proposition et combien l'argument de discrimination porté à son encontre est sans fondement. Dans ce pays, le mariage reste réservé aux couples de personnes de sexe différent. Un partenariat de vie a été créé et ne s'applique qu'aux couples de personnes de même sexe. Il leur confère certains droits sans assimilation générale au mariage. L'adoption conjointe est réservée aux couples mariés de sexe différent. Seule l'adoption de l'enfant biologique du partenaire est possible par l'autre membre du couple, permettant ainsi aux deux membres du couple d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant.
À cet égard, à l'UNAF, s'il devait y avoir adoption, l'UNAF s'est positionné majoritairement pour l'adoption simple de l'enfant du conjoint par l'autre membre du couple, uniquement dans le cadre d'une union civile. En revanche, s'agissant de l'adoption plénière, nous avons soulevé dès la première consultation ministérielle le problème de son ouverture. Alors qu'un enfant ne peut naître que d'un homme et d'une femme, l'accès à cette forme d'adoption pour les couples de personnes de même sexe remettrait juridiquement en cause cette réalité. Elle laisserait désormais croire, au moins sur le plan de l'état civil, qu'il est possible de naître de deux personnes de même sexe. Elle remettrait aussi en cause le droit de la filiation fondée sur l'identification d'un seul lien maternel et d'un seul lien paternel. En outre, le recours à cette forme d'adoption calquée sur la filiation biologique entraînerait des conséquences pour tous. Le présent projet de loi ouvre à la parenté. Dès lors, la question de l'ouverture à l'AMP et à la GPA se pose également, même si ce projet de loi ne le prévoit pas. Le président de la République, qui nous a reçus il y a 15 jours, nous a indiqué qu'un projet de loi famille serait présenté et qu'il saisirait le comité consultatif national d'éthique. Le renvoi à une future loi famille ne lève pas nos inquiétudes à ce sujet. L'UNAF tient à rappeler avec force que si les parcours et ou les accidents de la vie peuvent priver un enfant d'un de ses parents, en revanche, la loi ne doit pas priver volontairement et dès sa conception un enfant de père ou de mère. À cet égard, l'accès à l'AMP pour les couples de femmes reviendrait à confectionner des enfants sans père, de même que la gestation pour autrui reviendrait à priver les enfants de leur mère. C'est la raison pour laquelle l'UNAF souhaite le maintien de l'accès à l'AMP pour des raisons strictement médicales et le maintien de l'interdiction de la gestation pour autrui. Ces deux aspects sont étroitement liés. Ils s'opposent tous deux au droit de l'enfant à disposer d'un père et d'une mère. En outre, l'ouverture à l'AMP pour les couples de femmes conduirait en toute logique à une revendication sur les mères porteuses et à leur légalisation dans l'avenir au nom du principe d'égalité. Pour l'UNAF, de telles évolutions ne peuvent être expertisées que dans le cadre des lois de bioéthique. Elles ont prévu que tout projet de réforme devait être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique. Sur le plan juridique, l'ouverture à l'AMP bouleverserait le droit de la filiation avec des conséquences directes sur l'état civil. En effet, en cas de recours à un tiers donneur, l'article 311-20 du Code civil permet l'établissement du lien de filiation de l'enfant né de l'AMP à l'égard du couple demandeur. En cas de réforme au sein d'un couple de femmes qui aurait recours à l'AMP, celle qui ne serait pas la parturiente verrait ainsi son lien de filiation avec l'enfant établi. L'enfant aurait donc deux mères, par le seul effet du consentement donné de l'AMP, ce qui annulerait de fait le principe d'ordre public qui interdit à ce jour l'établissement d'un double lien de filiation maternelle. S'agissant de la GPA, le président de la République m'a rappelé son opposition de principe. Il a soulevé le problème de la régularisation des enfants nés de GPA réalisés à l'étranger, considérant qu'elle reviendrait à légaliser cette pratique. Il s'est interrogé sur le fait de pouvoir ainsi accepter la marchandisation d'un corps humain étranger, selon ses propres termes, alors qu'elle serait interdite en France. Il nous semble donc nécessaire que les pouvoirs publics prennent des mesures concrètes pour marquer un coup d'arrêt ferme aux GPA réalisés à l'étranger et stopper ainsi des pratiques de contournement aux règles d'interdiction édictées par notre République. J'en viens maintenant au projet de loi tel qu'il est ressorti des travaux de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et encore en débat dans l'enceinte du Palais Bourbon. Son intitulé, toujours inchangé à ce jour, porte sur l'ouverture au mariage aux couples de personnes de même sexe,
alors qu'en réalité, sa principale portée est l'accès à la parenté de ces couples, comme le reconnaît d'ailleurs l'exposé des motifs. La réforme du mariage est la porte d'entrée d'une réforme qui ne dit pas explicitement son nom, une réforme de la parenté. Ce texte emporte de ce fait des conséquences pour tous les couples, même encore aujourd'hui, avec la refonte légistique opérée par les amendements dits Balai. Ces amendements adoptés par la commission des lois à l'Assemblée nationale sont revenus sur la suppression des termes père et mère dénoncés par l'UNAF. Le président de la République nous a indiqué que l'UNAF avait convaincu sur la nécessité du maintien de ces termes dans la future loi. Pour rappel, les amendements Balai permettent de maintenir les termes père et mère dans les différents articles des codes, en précisant toutefois que pour les couples de personnes de même sexe, il faudra alors les interpréter par le mot de parents. À ce stade, on peut s'interroger si cette méthode est la bonne au regard du principe constitutionnel de clarté de la loi et de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Si ce changement de cap permet de revenir sur les imprécisions juridiques introduites par la systématisation du terme parent, il demeure malheureusement insatisfaisant pour les raisons suivantes. Premièrement, l'écart entre la règle et le réel. L'introduction d'articles chapeaux dans le Code civil et dans l'ensemble de la législation française aboutit à ce que les termes clairs, précis et non équivoques, père et mère, aïeul et aïeul, veuve et veuf, branche maternelle, branche paternelle, désignent désormais une réalité différente de leur signification, pourtant sans ambiguïté. Ce choix interroge directement le rapport de la norme juridique avec le réel. Le législateur peut-il décider qu'à l'avenir, les termes père et mère désigneront indifféremment un homme et une femme, un homme et un homme, ou une femme et une femme? Deuxièmement, les incertitudes relatives à l'introduction de la notion de parents de même sexe dans le Code civil ne sont pas dissipées. L'assimilation consacrée par le texte adopté par la commission des lois entre les parents de même sexe et les pères et mères n'est pas totale puisque le texte exclut expressément le titre 7 du livret premier relatif à la filiation. Deux catégories de pères et mères vont cohabiter dorénavant au sein du Code civil. Les pères et mères désignant le couple parental composé d'un homme et d'une femme, et les pères et mères devenus pères et mères par l'adoption, et désignant dans ce cas un couple parental composé soit de deux hommes, soit de deux femmes, ou d'un homme et d'une femme. À l'exclusion du titre 7, l'exclusion du titre 7 consacre l'existence juridique de deux catégories de père et de mère. L'article 4 du projet de loi nouvelle rédaction exclut donc le titre 7 du livre premier du Code civil relatif à la filiation du champ de la réforme. Ce titre comprend notamment la présomption de paternité pour laquelle les termes père et mère seront d'interprétation stricte et désigneront donc seulement les couples parentaux composés d'un homme et d'une femme. Quelle est la cohérence d'une réforme qui conduit à ce que les termes strictement identiques revêtent un sens différent selon les filiations auxquelles ils se rapportent. Les pères et mères, par adoption, pourront indifféremment être un homme et une femme, un homme et un homme, ou une femme et une femme. Alors que les pères et mères ayant établi leur lien de filiation par présomption, possession d'état ou reconnaissance, seront nécessairement un homme et une femme. Ce titre 7 inclut également l'article 310 de portée générale qui pose un principe fondamental d'égalité entre les enfants dans leur rapport avec leur père et mère. Il dispose ainsi que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Si cet article vise l'égalité entre enfants naturels nés hors mariage et enfants légitimes, il traite également de l'égalité entre filiation adoptive et filiation biologique. Or, en suivant la logique du projet de loi, le champ d'application de ce principe d'égalité se limiterait aux seuls enfants issus d'un couple parental composé d'un homme et d'une femme. Il y a ici, à l'évidence, une question de cohérence de la loi qui est posée. Deuxièmement, la question de l'état civil des enfants des couples de même sexe n'est pas résolue. Le sens multiple donné au terme père et mère interpelle concernant les dispositions relatives à l'état civil. Rappelons avant tout que les actes d'état civil ont pour objet de faire la preuve authentique d'un état. Le nouveau texte n'emporte pas de modification de l'article 34 du Code civil. Cette disposition posant les règles d'établissement des actes d'état civil se réfère au père et à la mère pour les actes de naissance et de reconnaissance. La garde des Sceaux a précisé que la loi n'avait pas à intervenir à ce stade. La question de l'état civil des enfants de couples de même sexe sera réglementée par décret. Il n'y a donc pas pour l'heure de désexualisation explicite de l'état civil puisqu'il est toujours question du père et de la mère. Le texte opère cependant en trompe-l'œil puisque si les termes de père et mère sont conservés, ils peuvent dorénavant indifféremment désigner un couple parental de sexe différent ou de même sexe. Malgré nos demandes récurrentes d'explication, nous ne savons pas à quoi ressembleront les futurs actes d'état civil et livrets de famille. L'étude d'impact n'apporte aucune précision et les projets de décret sont encore inconnus. Pour légiférer en toute connaissance de cause, nous considérons qu'il est indispensable que le Parlement connaisse les dispositions réglementaires d'application de la loi sur ces points précis. Pour le livret de famille, rien ne semble encore stabilisé. On parle pour les couples de personnes de même sexe d'un livret de famille spécifique, ce qui n'est pas sans poser de questions. Ou bien y aura-t-il un livret de famille unique qui sera modifié pour tous? Existera-t-il un livret spécifique aux enfants adoptés ou encore un livret spécifique pour les couples adoptants de personnes de même sexe? Quand une femme accouche, sauf cas de l'accouchement anonyme, elle est désignée comme mère. Dès lors que sa compagne adoptera son enfant, celle-ci sera-t-elle désignée comme parent ou seconde mère? Et la mère restera-t-elle mère ou deviendra-t-elle parent dans l'état civil de son enfant? Troisièmement, le projet de loi fragilise les droits de la mère. Les mères peuvent être affectées par la réforme annoncée. Le projet de loi aménage la majoration de la durée d'assurance accordée au titre de l'incidence sur la vie professionnelle de la naissance, de l'éducation ou de l'adoption d'un enfant. Il prévoit, si le couple n'exprime aucun choix et en l'absence de désaccord d'un de ses deux membres, deux régimes différents. Le premier régime, pour les couples de personnes de même sexe, un partage égal pour les trimestres non liés à l'accouchement, éducation ou adoption. Pour les couples de personnes de sexe différent, l'attribution de la totalité des trimestres à la mère. Ces dispositions ont pour effet de faire disparaître l'égalité de traitement entre les mères biologiques selon qu'elles vivent avec un conjoint ou une conjointe. Je rappelle également que nous avions soulevé des incohérences lors de l'examen de l'avant-projet de la loi par le conseil d'administration de la CNAF, qui n'ont pas été prises en compte. L'accès de l'allocation forfaitaire de repos maternel à des hommes, ainsi que l'ouverture à des hommes de dispositions relatives à l'assurance maternité. Enfin, quatrième et dernier point, le projet de loi modifie pour tous les règles de dévolution du nom de famille. Jusqu'à présent, en l'absence de déclaration conjointe à l'office de l'état civil du nom de l'enfant, celui-ci prend par défaut le nom de son père. Du fait de l'ouverture à l'adoption plénière aux couples de personnes de même sexe, le projet de loi avait prévu
que tous les enfants adoptés prendraient désormais le nom de leurs 2 parents, accolés selon l'ordre alphabétique. Afin de ne pas marquer de rupture entre filiation biologique et adoptive, l'Assemblée nationale vient d'étendre à toutes les familles ce changement de règle de dévolution du nom de famille. Il s'agit donc là d'une transformation majeure qui n'a fait l'objet d'aucune étude préalable. Nous considérons qu'elle n'a pas sa place dans ce projet de loi destiné aux couples de personnes de même sexe. Nous demandons au Sénat de prévoir une disposition qui ne change pas la règle pour les couples de personnes de sexe différent dans le cadre de la filiation adoptive ou biologique. En conclusion, ces différents exemples témoignent de la difficulté à maintenir une unicité des règles au sein d'un même statut. Cette réforme entraîne des conséquences pour tous. Elle soulève encore de nombreuses interrogations non résolues à la sortie du texte de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de votre attention en espérant que nos remarques alimenteront utilement le travail réalisé par le Sénat, Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que les autres membres de la délégation veulent prendre la parole à ce stade? À ce stade, non. À ce stade, non. Donc, je vais donner la parole à mes collègues. Je voudrais vous dire, mais vous le savez parce qu'on publie nos différentes auditions, que nous entendrons le Conseil supérieur de l'adoption et l'association et la Fédération des associations d'associations d'adoption, etc. Et puis nous entendrons évidemment le défenseur des droits comme s'étant substitué ou ayant pris les conséquences du défenseur des enfants. Et nous tenterons d'en tirer des conclusions. Voilà. Donc, ceci dit, je vous remercie de votre exposé très clair et assez fouillé sur le plan juridique. Et je donne la parole à peut-être Madame Meunier, d'abord, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bon, l'UNAF est une union, comme ça vient d'être dit, représentative du mouvement familial, forte de ces 7000 associations, hein, si j'ai bien noté. Mais je voulais vous poser la question suivante, et qui est un peu le cœur de votre action. La famille, vous la connaissez, vous connaissez aussi ses évolutions. Quelle est votre analyse aujourd'hui de ces évolutions, puisque dans votre mouvement, vous avez des représentants de familles monoparentales, des familles divorcées, des familles recomposées, des familles en coparenté. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution des familles aujourd'hui représentées au sein de votre union? Et puis, comment votre union accueille les familles homoparentales, pardon. Est-ce que dans leurs demandes, d'abord quelles sont les demandes qui sont formulées auprès de vous, de ces familles? La question de l'adoption, comment est-ce qu'elle est posée? Enfin, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Donc, c'est vrai qu'on est en marge de la loi du mariage pour tous, mais c'est vraiment cette histoire de famille qu'on peut mettre aujourd'hui qu'au pluriel. Comment vous la reprenez à votre compte et comment l'analyse et la position que vous avez sur le mariage aujourd'hui la prend en compte? Et puis dans les débats que vous avez, sur quoi est-ce que ça fait divergence, ce mariage pour les personnes de même sexe? Parce que quand vous finissez par dire les conséquences, elles sont pour tous, pour ma part, je pense que les conséquences, elles sont surtout pour les personnes qui attendent de se marier, personnes de même sexe, et je ne vois pas franchement les conséquences pour les familles déjà composées en hétérosexualité. Merci Michel. Est-ce qu'il y a d'autres, à ce stade, d'autres interventions, d'autres... Bon, alors, on verra tout à l'heure. Vous répartissez comme vous voulez. Hein. Bien sûr. Bien, Madame la rapporteure, l'UNAF à ce jour prend en compte toutes les situations familiales, prend en compte toutes les familles au sein de l'ensemble de ces associations familiales. Et c'est vrai que nous avons fait un travail pour connaître véritablement la situation des familles dans notre société aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que on a travaillé particulièrement sur les enfants mineurs pour savoir
où vivaient les enfants mineurs, car quelquefois, quand on en parle autour de nous, la réponse immédiate, c'est souvent « aujourd'hui la famille est éclatée, la famille est décomposée ». En fait, il n'en est rien. Il n'en est rien, car sur nos 15 millions d'enfants mineurs, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que 77% de ces enfants mineurs vivent avec leurs deux parents. Ça veut dire que plus de 3/4 des enfants vivent avec leurs deux parents, puisque c'est 77% exactement. Ce sont les chiffres INSEE. Ça veut dire que ce ne sont pas les chiffres de l'UNAF. Donc, je ne veux pas dire que la famille va bien aujourd'hui, mais la famille ne va pas aussi mal qu'on voudrait bien le dire. Ensuite, vous avez le deuxième grand groupe de familles pour lesquelles il faut avoir une attention particulière, ce sont les familles monoparentales. Les familles monoparentales, aujourd'hui, vous avez 16% de familles monoparentales, vous avez 16% d'enfants qui vivent au sein de ces familles monoparentales. Alors, ces familles monoparentales, c'est intéressant aussi de s'y arrêter un moment. La situation de monoparentalité, elle est transitoire, ce sont des familles. Il faut savoir que dans des laps de temps courts, à partir du moment où on parle en années, eh bien vous avez près de 50% de ces familles en situation de monoparentalité qui se retrouvent dans d'autres situations, notamment de famille. Enfin, vous avez le troisième groupe. Le troisième groupe, ce sont les familles recomposées. Les familles recomposées représentent aujourd'hui 6%. Donc, des enfants qui vivent avec au moins un de leurs parents. Donc, voilà la situation aujourd'hui des familles dans notre pays, avec leurs spécificités. On entend bien. Il y a eu des mesures particulières qui ont été prises dans le cadre des familles monoparentales. On le voit bien dans le cadre de l'organisation et de l'architecture des prestations familiales. Et si on fait le calcul de tout cela, il reste à peu près 2% d'enfants mineurs, puisque j'ai dit 77% tout à l'heure, mais vous m'excuserez, c'est 76%. Les enfants mineurs qui vivent avec leurs deux parents. Et les 2% restants, ce sont près donc de 300 000 enfants qui sont en situation soit de placement, notamment dans le cadre des familles d'accueil, soit placés en établissement. Donc voilà les situations des enfants mineurs aujourd'hui et de la famille dans notre pays. Les associations familiales qui adhèrent et qui sont agréées par l'UNAF sont aujourd'hui composées de toutes ces familles-là, les familles monoparentales, les familles recomposées. Et ensuite, vous avez également vous avez posé la question sur l'accueil des associations donc de familles homoparentales. Donc des demandes d'un certain nombre d'associations, donc d'être agréées par l'UNAF. Jusqu'à ce jour, il n'y en a pas eu d'agréés pour différentes raisons. Premièrement, il y a quelques années, les statuts de ces associations homoparentales, les statuts n'étaient pas conformes au Code de l'action sociale et de la famille. Actuellement, vous avez une association. Donc c'est l'association ADPH, donc ADFH, pardon. Vous avez l'association ADFH qui a demandé son adhésion, notamment à l'UDAF de Paris. Et c'est vrai, la question nous a été posée à l'Assemblée nationale, donc je me permets d'en parler aujourd'hui. Eh bien, cette association n'a pas pu être agréée par l'institution UDAF dans la mesure où cette association n'a pas produit sa liste d'adhérents. C'est une règle au sein de l'institution qui nous est imposée d'ailleurs à travers le Code de l'action sociale de la famille et toute la partie réglementaire qui est sous l'autorité de la DGCS, et bien que tout agrément d'association familiale, puisque ça ouvre droit, notamment au fonds spécial, tout simplement,
eh bien, nous devons avoir l'intégralité de la liste de l'ensemble des familles adhérentes. Et à partir du moment où l'ADFH se conformera à cette disposition, bien entendu, rien n'empêchera son agrément au sein de l'institution familiale. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous parlez de l'ADFH, que pour l'instant nous n'avons pas prévu d'entendre? On verra si on a le temps. Est-ce que l'APGL a demandé à être à faire partie de l'UNAF ou pas? Donc, alors, je sais que l'APGL est une association formée, je dirais, essentiellement de femmes. Bon, et la DFH, paraît-il, essentiellement d'hommes. Mais bon, sous réserve. Donc, l'APGL avait demandé son adhésion dans les années 2000-2001. Je me souviens que mon prédécesseur, Hubert Brun, à cette époque-là, donc avait eu des échanges avec la ministre de la Famille de l'époque, Madame Ségolène Royal. Et là également, la question de l'APGL de l'école, c'est que de l'époque, c'est que les statuts n'étaient pas conformes au Code de l'action sociale et de la famille. À partir du moment où les statuts auraient été conformes au Code de l'action sociale et de la famille, eh bien l'UNAF en tant que telle, en aucun cas n'aurait pu ne pas l'agréer dans la mesure où cela n'aurait pas été conforme à la loi. Je vous en prie. Oui, je voudrais un peu compléter la réponse par rapport au fait que est-ce que cette loi bouleverse les choses pour tous les couples. Oui, on l'a dit tout à l'heure pour l'état civil, parce que là, on ne sait pas encore pour l'instant dans l'état du projet si effectivement il y aura des différenciations entre des couples de même sexe ou des couples de sexe différents. Sur le livret de famille, bon, voilà, est-ce qu'il y aura plusieurs livrets de famille? C'est quand même des conséquences. Alors, est-ce qu'ils sont majeurs? On pense quand même que ça a quand même des liens. Et je voudrais redire et réaffirmer que toute notre réflexion au niveau de l'UNAF a été sur la protection de l'enfant et sur les droits de l'enfant. Dire que attention à ce que des arrangements entre des adultes ne se fassent pas au détriment et sur le dos de l'enfant et sur son avenir. Et ça nous paraît quand même important de bien voir que toutes les réformes doivent être effectivement pour que la bientraitance soit réellement conservée au niveau de l'enfant. Et donc, en particulier, puisqu'on a parlé des familles monoparentales, familles recomposées, on reparle aussi depuis sur le statut de beaux-parents. Bien là, c'est pareil. L'UNAF est toujours toujours en alerte sur le fait que le législateur donne un statut à des personnes autres que les parents. C'est-à-dire que là, il y a un père et une mère, et on va donner un statut à une autre personne, un beau-parent. Est-ce que ce beau-père aura plus d'importance que le père? Est-ce qu'il aura une hiérarchie entre ce qui est donné à l'un à l'autre? Nous disons qu'il y a la loi de 2002 qui permet la délégation partage de l'autorité parentale, et que ça, je reviens sur ce point-là parce que ça démontre bien qu'il est important que les adultes se mettent d'accord lorsque la condition de l'enfant, la vie de l'enfant au quotidien est impactée. Et donc c'est pour ça qu'on dit attention à cette loi, qu'elle ne modifie pas pour l'ensemble des couples des fonctionnements. Alors, on a dit aussi tout à l'heure sur le nom, le nom de famille. Est-ce que le fait de dire on va accoler systématiquement les deux noms, est-ce que ça va être, puisque là c'est l'Assemblée nationale l'a dit qu'on va l'appliquer à l'ensemble des couples qui vont adopter. Bon, là c'est effectivement à tous, je veux dire, c'est bien, oui, à tous. Ça impacte bien, effectivement, une disposition qui n'était au démarrage que pour les couples de même sexe.
Oui, Monsieur le Président, moi, j'ai pas suivi les débats, effectivement, aussi finement que vous à l'Assemblée pour l'instant. En plus, c'est un peu lassant parfois. Donc, moi, ce qui me surprend, c'est on a beaucoup discuté du nom. Vous vous rappelez notre collègue de Richemont, là, qui était tout à fait... C'est donc pour tous les couples mariés, alors, les enfants porteront les deux noms. Alors qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit bien, il y a très peu de demandes du double nom. Enfin, les statistiques prouvent que, bon, on admet que c'est le nom du père. C'est peut-être pas, c'est pas politiquement correct pour certains, mais enfin quand même, bon, c'est comme ça. Bon, et alors maintenant, il y aura forcément le nom du père et de la mère. Pour tous les couples. Des deux pères ou des deux mères? Oui, ah bah, bien sûr, mais, oui, parce qu'on voit pourquoi, mais enfin quand même, c'est extraordinaire. Alors je vous remercie aussi de... on va entendre d'autres juristes, mais quand même, l'Union nationale des associations familiales a fait un effort sur les... Et d'ailleurs, quand on voit le projet initial, ce qu'il est devenu, parce qu'on cache des choses, mais il devient incohérent, de mon point de vue, parfois, c'est ce que vous avez un peu démontré sur certains aspects. Par contre, il y a une question toujours qui se pose. Notre pays n'a pas de contrôle de conventionnalité. Sauf la Cour de cassation, etc., fait du contrôle de conventionnalité, mais le Conseil constitutionnel dit, si vous ne respectez pas les conventions internationales, c'est pas notre... on peut pas dire qu'une loi est contraire à la Constitution, puisqu'il ne s'arroge pas, c'était un débat d'ailleurs, la révision constitutionnelle, et donc la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention de New York, on a un vrai problème, parce que je pense qu'il y a discordance, personnellement, je pense qu'il y a discordance entre la Convention de New York et le projet de loi tel qu'il évolue. Et ça, on a une vraie question. La Convention, oui, même la Convention européenne des droits de l'homme. Mais enfin, ça, mais le problème, c'est que autant il y a contrôle de constitutionnalité, bon, il n'y a pas forcément de problème de constitutionnalité, mais il y a quand même un respect par la France des engagements internationaux. Dans certaines évolutions de la loi, je pense qu'il y a un vrai problème. On verra. D'ailleurs, le défenseur des droits, je pense, le dit aussi. Oui. Alors, j'ai deux... Pardon, je vous en prie. Vous voulez répondre tout de suite ou parce que j'ai encore deux demandes et dans 10 minutes, on clôt. Allons-y. Pardon, c'était juste sur effectivement la question quand même du nom de famille, juste pour préciser que la modification qui a été introduite par l'Assemblée nationale porte bien sur l'ensemble des couples, et pas simplement les couples mariés. Voilà, tout à fait. Et la deuxième chose, dans le système actuel, en fait, c'est par défaut de décision d'un couple que le nom du père est choisi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, dans une très grande majorité des cas, c'est le nom du père. Donc en fait, la question qui serait posée dans le cadre de la nouvelle réforme, c'est que finalement des couples ne se posent pas la question, si vous voulez, et que par défaut, automatiquement, les deux noms de famille, par ordre alphabétique, soient posés, alors même qu'ils n'ont même pas, si vous voulez, exprimé un choix. Donc c'est aussi la question que pose cette réforme, c'est par rapport au choix par défaut. Voilà, on inverse. Alors, j'ai Madame Casca, et puis Michel Meunier à la fin, et puis vous conclurez en répondant, peut-être. Tout récemment, le psychiatre Serge Tisson a émis une idée sur la question de l'état civil dont vous dites, Monsieur le Président, elle n'est pas réglée clairement par le projet de loi. Et il suggère que l'on distingue clairement le contrat passé entre les adultes qui se marient et la filiation. Il suggère qu'il y ait deux documents différents. Celui qui établit le mariage et celui qui établit la filiation pour les enfants. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui. Madame Tasca, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Michel Meunier, et puis vous répondrez et vous conclurez, s'il vous plaît. Michel.
Oui, donc je suis toujours sur qu'est-ce qui fait famille, en fin de compte. Hein. Et quand tout à l'heure, c'est monsieur qui a dit l'enfant, donc la protection de l'enfant et l'intérêt de l'enfant, bien sûr qu'on est tous animés par cet aspect. Qu'est-ce qui fait famille? Quand un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, on le met, surtout quand il est tout petit, dans une famille d'accueil. Et parfois, là, on n'analysera pas, mais il y reste des années. Et que les liens qui le tiennent avec sa famille d'accueil qui est professionnelle, hein, sont souvent très forts. Et parfois, certaines familles d'accueil adoptent l'enfant qu'elles ont accueilli de manière professionnelle. Donc on voit bien que c'est pas que ce lien de parentalité, ce lien de parenté, il se construit aussi. Hein, et donc c'est un élément important. Donc je voulais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui fait famille pour l'UNAF aujourd'hui, avec toute la connaissance que vous avez de la diversité des compositions des familles. Et puis sur le nom. Donc je n'ai pas suivi dans sa précision ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, mais je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, dans le mariage, quand une femme se marie, elle prend le nom de son époux dans 99%. Non, je sais, je suis mariée, mon mari ne s'appelle pas Monsieur Meunier. Mais ce droit est devenu un usage, mais n'est pas une obligation. Alors là, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était une obligation, parce que là aussi, c'est souvent parfois par défaut ou par choix ou par habitude qu'une femme qui se marie prend le nom de son époux. Michel, je voudrais dire un mot. Bon, une femme qui se marie ne prend pas le nom de son époux. Simplement, dans la société, on l'appelle Madame Meunier. Bon, voilà. On pourrait continuer à t'appeler mademoiselle, je ne sais pas comment tu t'appelles. Bon, voilà. Contre ta carte vitale, ton numéro de ton passeport, c'est ton nom de jeune fille qui vient en tête. Voilà. Bon, après, socialement, voilà, alors on peut changer. Pas moi. Au XVIIe siècle, on ne dénommait pas les femmes par le nom de leur mari. Bon, enfin, c'est encore l'habitude bourgeoise du 19e, ça, sûrement. Voilà. Bon, je m'excuse. Allez-y, vous avez 2 minutes, là. Vous avez jusqu'à 30. Nous avons 8 minutes, très bien. On était en train de se partager. Je dirais un mot très rapide sur ce qui fait famille pour l'UNAF. Et puis Madame Leneveu répondra sur la question de Madame Tasca. Et puis Monsieur Édouard un peu plus précisément sur la question de Madame la rapporteure. Qu'est-ce qui fait famille? Et c'est l'occasion effectivement d'évoquer, mais François l'évoquera, toute la question, oui, des 2% des enfants hein, dont vous faites état aujourd'hui, qui ont des mesures, des mesures de placement, des mesures d'accompagnement. Et c'est toute la problématique de ces 2% d'enfants et de l'autorité parentale. C'est vrai que je pense qu'on reprendra le débat. On reprendra le débat dans le cadre de la loi famille future, puisque j'ai entendu qu'il était envisagé de reparler de la question des beaux-parents et des tiers. Nous étions déjà exprimé lorsqu'il avait été envisagé cette fameuse loi aussi sur le statut du tiers et du beau-parent en 2010, je crois, et qui n'avait pas abouti d'ailleurs. Car l'UNAF est très attaché à l'autorité parentale. Et c'est vrai que le renforcement de l'autorité parentale dans la loi de 2002 avait vraiment renforcé cette autorité parentale. Et que même dans le cadre des familles que j'évoquais tout à l'heure recomposées, il faut faire attention de ne pas dessaisir le parent de son autorité, même si il y a une famille recomposée. Le sujet est extrêmement complexe. Ce sera intéressant de le reprendre dans les prochains mois dans le cadre de la famille. Après, sur la question des enfants placés, des enfants pris en charge par les pouvoirs publics, et c'est vrai, c'est la question finalement de garder l'autorité parentale ou pas auprès de ces enfants
qui seraient éventuellement des enfants adoptables. Mais là, je laisserai Monsieur Édouard évoquer la question un peu plus en détail. Guillemette, sur le livret. Peut-être effectivement... Appuyer sur... Excusez-moi, par rapport effectivement à un article de presse qui est sorti récemment, signé par Serge Tisseron, c'est vrai que finalement, ça vient un peu confirmer notre analyse que cette réforme ne consiste pas simplement à ouvrir le mariage, mais finalement pose d'autres questions. Et cet exemple du mariage par rapport à la livret de famille en est un bon exemple. Est-ce qu'on est sur un mariage qui est toujours associé à la filiation, ce que nous avons toujours dit, ou est-ce qu'on veut transformer le mariage et d'en faire simplement, on va dire, un mode d'union presque dissocié de la filiation? Et c'est finalement un peu la proposition qu'il fait derrière ça. Donc c'est vrai que c'est une vraie question de fond. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit, cette réforme, attention, c'est une réforme bien plus importante que simplement ouvrir le mariage. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est vrai que l'UNAF avait réfléchi plutôt au mode d'union civile qui permettait ainsi de préserver, on va dire, le mariage dans ce qu'il est aujourd'hui et de la filiation qui y est associée sans effectivement ensuite aboutir à des modifications plus importantes en chaîne. Alors, je voudrais revenir sur ce qui fait famille. Il est bien évident que c'est l'arrivée de l'enfant qui fait famille dans un couple. Et cette famille va évoluer. Généralement, ce sont les adultes géniteurs qui élèvent l'enfant, mais effectivement, on peut s'apercevoir que dans les aléas de la vie, un certain nombre de parents géniteurs ne sont plus après ceux qui élèvent l'enfant. Ceux qui l'élèvent, qui portent l'amour à cet enfant, qui lui tracent un avenir, sont très importants pour l'enfant, pour son avenir, mais l'enfant garde toujours ce besoin de connaître ses origines. Et on le voit bien que même lorsqu'un enfant est placé et peut être adopté par une famille d'accueil, il y a toujours les origines qui sont là. Et c'est pour ça que l'UNAF réfléchit, et dans notre proposition, c'était bien l'adoption simple par le couple de même sexe, avec l'enfant du conjoint, mais qu'on ne venait pas gommer les origines de cet enfant. C'est-à-dire que c'était important, quelle que soit la situation, de garder ses origines, parce qu'à un moment donné, dans sa vie, il souhaitera rechercher. Et donc, c'est pour ça que notre proposition, on pense qu'elle est cohérente. Oui, il y a des nouveaux droits qui peuvent accompagner ces couples de même sexe, mais attention, c'est pour ça que je redis, attention à la protection de l'enfant, parce qu'à un moment donné, il demandera un certain nombre de choses sur ses origines, comment il a été conçu, et c'est important de garder cet équilibre entre ceux qui vont l'élever et ceux qui ont été les géniteurs. Alors, voilà, c'était pour répondre. Et d'ailleurs, ça, par rapport à votre question, j'ai été amené à débattre avec un autre psychiatre qui était Lévy-Soussan, et qui disait sur le fait de dire un enfant pourra avoir deux mères. Non, de fait, on n'a pas de mère. Il y a une mère qui a porté l'enfant. Après, il peut y avoir une compagne. Et il disait que lors d'une émission, il avait été amené à discuter avec une femme qui avait été élevée par deux femmes. Et ces deux femmes s'étaient séparées. Et lorsqu'il lui a dit, mais lorsque ces deux femmes se sont séparées, chez qui êtes-vous allé habiter ? Elle a répondu spontanément, chez maman. Ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui est des liens d'attachement et une autre qui avait effectivement un amour très fort pour cette personne. Mais on pense que c'est dangereux et c'est pour ça que la dénomination père, mère, deux mères est important et que c'est pas anodin de le mettre comme ça dans l'état civil parce que ça pourra avoir des conséquences. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de cette audition importante. Et je pense qu'au nom de tout le monde, on vous remercie. On est dans les temps, les suivants arrivent. Voilà. Merci.